Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Alors merci de l'invitation. Bonjour Claudie. Euh, je suis venu vous parler de transition écologique et je pense que la transition c'est un voyage. Du coup, j'ai ancré mon propos dans un voyage que j'ai réalisé entre 2011 et 2013 à vélo à travers l'Afrique. Là, on est quelque part dans le Katanga, en République dite démocratique du Congo. Le train dans lequel j'étais a déraillé. Des manœuvres se mettent en place pour essayer de réparer les rails. Et moi, je vais poursuivre ma route vers Lubumbashi pour sortir du Congo et rejoindre l'Afrique du Sud, le pays de Mandela, que je rêve de découvrir. Moi, je suis militant associatif à ce moment-là, au MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Et en gros, ce voyage, c'est l'occasion d'aller questionner les enjeux de résilience écologique et sociale. Comment on fait pour rebondir après un choc culturel, social, économique? Comment on fait pour rester unis après une guerre d'indépendance, comme en Algérie? Comment on fait pour arriver à rebondir après des conflits ethniques? Comment on fait pour créer les conditions d'une économie indépendante dans le cadre de la globalisation et à l'heure de la décolonisation? C'est ce qui m'intéressait et je suis parti sur ce fil rouge jusqu'à Soweto. Pour moi, le voyage, c'est une posture. C'est une façon d'être verticale qui permet d'accueillir ce qui vient, qui permet de voir les choses autrement. Les galères deviennent des aventures, les coups du sort deviennent des éléments d'une histoire, et puis finalement la richesse, c'est pas ce qu'on possède, mais c'est les relations qu'on génère. Et puis ce voyage m'a fait atterrir à Soweto, à Los Angeles, pardon. Mais en fait, Los Angeles et Soweto, c'est un lapsus révélateur, c'est que c'est une même boule à facettes dans la nuit ambiante. D'un côté, l'apartheid, et de l'autre, la désindustrialisation minière. Soweto, c'est le cœur de la lutte pour la liberté en Afrique du Sud. Et Los Angeles, c'est le cœur de la lutte pour créer les conditions d'un modèle de développement écologique qui repose sur le vivant. Los Angeles, c'est à quelques kilomètres de l'île, mon point de départ original. Vous voyez, ce voyage, finalement, j'aurais pu y arriver plus directement, mais c'est ça qui fait la saveur d'un voyage, c'est les détours qu'on va faire et la perte qu'on va avoir en chemin. Los Angeles, c'est aussi à quelques encablures d'Hénin-Beaumont. Et Hénin-Beaumont, Los Angeles, c'est pas exactement la même vision de l'avenir. Vous avez d'un côté une logique de travail sur l'identité-relation, la façon dont on peut être soi en relation au monde, et vous avez de l'autre côté un travail sur l'identité-prison, la façon dont on génère un repli national. À Los Angeles, vous avez les deux plus hauts terris d'Europe, peut-être même du monde, je n'ai pas fait la recherche. On peut grimper là-haut, vous voyez ces petites fourmis là. À l'époque, les terris, c'est des décharges à ciel ouvert. Aujourd'hui, c'est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. À l'époque, c'est un endroit dans lequel on n'a pas le droit d'aller, parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des fumerolles, parce qu'il y a des affaissements. Aujourd'hui, c'est un lieu de loisirs, de villégiature. C'est même un lieu qui est beau, dans lequel il y a de la biodiversité qui renaît. Ces terris, c'est aussi la dette incarnée envers les générations futures d'un modèle de développement colonial qui s'accapare le territoire, qui s'accapare ses ressources et qui conditionne les gens qui y vivent pour être juste de la chair à charbon.
À Losangoël, le sol a baissé de 15 mètres à cause des affaissements de terrain. Le cycle de l'eau s'est inversé à cause de ces affaissements de terrain. Il y a des cours d'eau qui ont disparu. Ailleurs, dans le bassin minier c'est 1,2 million d'habitants, il y a des lacs qui sont apparus parce qu'il y a les eaux d'Exor qui sont remontées du fait de ces affaissements de terrain. Le bassin minier, c'est un territoire meurtri, complètement bouleversé par cette logique de prédation industrielle. Ce qui brûle à Losangoël, aujourd'hui, c'est plus le charbon, c'est la fierté d'être au monde, soi-même, et de le revendiquer. On a perdu près de 220 000 emplois de mineurs avec la fermeture de la mine. Et la recette pour rebondir, finalement, à Losangoël, et c'est de ça dont je vais vous parler, c'est comme en Afrique du Sud, c'est l'Ubuntu. Cette philosophie de voir la vie comme un voyage et d'accueillir ce qui vient parce que ça vient. En 1984, Losangoël crée un festival culturel populaire. Il s'agit, alors que la mine a commencé à fermer partout alentour et que la dernière mine fermera en 1986, il s'agit de créer les conditions d'un travail sur soi, d'un travail sur ce qu'on veut être, d'un travail sur ce qu'on veut faire. Il n'y a pas d'autre manière de le faire que par les dynamiques culturelles. C'est un festival qui va chercher à transformer le regard des habitants. Sur les terris, qui sont des décharges à ciel ouvert, on va faire intervenir des plasticiens, des artistes. On va mettre en place des projets de land art. Tout d'un coup, les terris, ils ne sont plus tout à fait les mêmes terris. On lance un concours de décoration de ces terris. Et le groupe de jeunes qui gagne a cette idée complètement folle d'aller déverser de la craie au sommet. Et tout d'un coup, le matin, quand vous ouvrez les volets, c'est le Fujiyama, c'est le Kilimandjaro. Et ça change tout de changer de regard. Parce qu'on peut avoir accès au beau, parce qu'on peut être en lien avec l'esprit des lieux, parce qu'on peut du coup s'autoriser à rêver, à aller chercher d'autres représentations, se mettre finalement en exploration. On parle de 30 années de résilience à Losangoël, plus même au moins 30 ans, parce qu'on fonde le début de cette histoire en 1984. C'est à partir de là que la dynamique de transition écologique s'est mise en place. Et la culture, ce n'est pas la dernière roue du carrosse. C'est vraiment central. En 1995, l'équipe municipale doit réviser son plan d'occupation des sols. C'est le document de planification de la ville qui planifie à 10, 15 ans, 20 ans ce que va être ce territoire, les parcelles qu'on conserve pour l'agriculture, celles qu'on va urbaniser, la façon dont on pense l'aménagement de ce territoire. Ce qui va être intéressant à ce moment-là, c'est que le plan d'occupation des sols va être travaillé dans une logique de démocratie participative. Plutôt que de le faire à dire d'experts, parce qu'on est élu après tout, donc on a le droit de faire ce qu'on veut, ou parce qu'on est agent, et comme on est expert, on a le devoir de faire ce qu'on sait, non, en fait, on ne sait pas. On est dans une posture de voyage, et on va essayer de travailler ensemble sur les besoins, les enjeux, et de qualifier ça chemin faisant, sans méthode, autre que la volonté de tenter quelque chose de différent. Le plan d'occupation des sols va être écrit et voté en 97-98, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'aboutissement de ce processus qui a mobilisé des agriculteurs, qui a mobilisé des parents d'élèves, qui a mobilisé les commerçants, qui a mobilisé la vie locale, qui aboutit à la charte du cadre de vie en l'an 2000. Cette charte du cadre de vie, elle n'a aucune valeur légale.
aucune. Mais on fonde la stratégie de conduite de changement sur ce document, qui a une énorme valeur d'usage parce qu'il a été coproduit. Et ce document, finalement, il dit des choses assez simples. Il ne fait pas beaucoup de pages. Il n'est pas très techno. Il dit, on va passer du noir au vert. On va sortir du charbon et on va développer les énergies renouvelables. Parce qu'il n'y a plus de charbon. Il faut bien qu'on continue à être autonome en énergie. Avant, le charbon était gratuit. Pourquoi on n'aurait pas encore de l'énergie gratuite ? On va développer des bâtiments basse consommation et on va réhabiliter les corons. On va recycler l'eau de pluie, la récupérer au lieu de la gaspiller. Et on va transformer nos derniers puits de mine, les puits numéros 11 et 19, en un écopôle dédié au développement durable, dans lequel vont venir s'installer en 2008, un peu avant même, 2002, des structures d'ingénierie de la transition. Le CERD, le Centre de ressources du développement durable, qui outille l'ensemble des acteurs de la région sur la façon de penser un autre modèle de développement. Ou bien encore le CD2E, qui travaille à la structuration de filières économiques nouvelles sur les écomatériaux, sur l'éco-réhabilitation, sur l'analyse en cycle de vie, les bilans carbone, et qui rayonne à l'échelle régionale pour l'ensemble des acteurs économiques. En 2008, Jean-François Caron, le maire, est réélu à plus de 80%. C'est le plus haut score dans le Nord-Pas-de-Calais, là où il y avait 2 listes concurrentes au moins. Et du coup, l'histoire est lancée. Un écolo au pays des gueules noires, dans un territoire qui ne se revendique pas écolo pour un sou, mais qui trouve dans les solutions écologiques des réponses pragmatiques aux enjeux du quotidien. Bon, la slide a un peu sauté en cours de route, c'est pas grave. La transition. La transition, finalement, c'est quoi ? C'est le passage d'un modèle qui est mort et dont il faut faire le deuil. C'est pas facile de faire le deuil. C'est difficile d'abandonner un mode de vie auquel on tient, auquel on est attaché. Somme toute assez confortable. Il faut déconstruire ceux qui sont dans le déni. Si, on va pouvoir continuer comme avant. Les solutions technologiques vont nous sauver. C'est pas vrai. Il faut sortir de ces croyances, installer peut-être de nouvelles croyances. Et ça, c'est qu'une partie du travail. Il faut en plus naviguer dans l'incertitude. Comme un voyage, on ne connaît pas le point d'arrivée. On n'en a qu'une représentation assez floue, quelques images rapportées de la science-fiction ou des dynamiques culturelles, des imaginaires. On ne sait pas bien. C'est quoi un monde fondé sur la sobriété ? C'est quoi un modèle économique fondé sur la sobriété ? C'est quoi la richesse fondée sur la sobriété ? Ce n'est pas les plans comptables actuels qui vous le disent. Et du coup, se projeter dans ce voyage, larguer les amarres, accepter de naviguer dans l'incertitude, en pleine mer, par gros temps, c'est accepter cette forme de brouillard dans laquelle on est. Et c'est pas grave, ça fait partie du processus. C'est pas parce qu'on ne sait pas où on va exactement qu'il ne faut pas se lancer. Par contre, on n'ira jamais nulle part si on ne sait pas d'où on vient, quel est l'héritage qu'on a apporté. Et la transition, finalement, c'est un voyage, mais ce n'est pas un voyage à vélo, c'est un voyage en territoire. Les territoires sont les vaisseaux de notre transition. C'est dans les territoires qu'on répond aux enjeux concrets du quotidien, sociaux, économiques, environnementaux. Et c'est dans les territoires qu'on articule les enjeux globaux
Mais ce n'est pas le territoire dans sa frontière administrative, c'est les territoires dans leurs relations d'échelle, dans leurs relations de coopération. Et finalement, il faut peut-être un peu voir la transition comme une logique de navigation à l'époque des navires à voile. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y a de merveilleux continents encore à découvrir. Alors le voyage ne s'arrête pas là. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Ça va le faire. Démonstrateur national de la conduite de changement en 2014 pour Losangoël, ça voulait dire être reconnu comme un laboratoire à ciel ouvert. Et la question qu'on s'est posée à ce moment-là, c'est comment ils font les autres territoires qui n'ont pas connu le choc fondamental de l'arrêt de la mine, qui n'ont pas les mêmes conditions sociologiques, économiques que Losangoël, et qui sont pourtant eux aussi pilotes des questions de transition écologique. Et donc on a mis en place à ce moment-là un processus de recherche-action par nous-mêmes et pour nous-mêmes, acteurs territorialisés des transitions. On s'est adossé à des intervenants chercheurs et on a mis en place un programme qui s'appelait VILPER, PAIRS, VILPER, territoire pilote de la transition. Et sur 3 saisons, 3 années, on a rassemblé d'abord des communes de moins de 20 000 habitants qui n'avaient rien à voir avec Losangoël, mais qui pouvaient échanger sur leur propre démarche, puis des territoires de plus de 20 000 habitants. On a été chercher une région, une grande métropole française, pour travailler sur les invariants, c'est-à-dire ce qu'on avait repéré à petite échelle, est-ce que finalement c'était les mêmes à grande échelle. Et puis une 3e saison où on s'est intéressé à des territoires qui n'étaient pas représentés par des collectivités territoriales, mais qui pouvaient être des universités, des associations foncières, pour vérifier si ces invariants, ces principes directeurs, on les retrouvait aussi dans d'autres formes d'organisation territoriale. Et donc, en fait, on a réussi à identifier 4 grands principes. Le changement d'échelle, ce n'est pas l'échange de bonnes pratiques. Le changement d'échelle, pour nous, c'est la capacité à transférer des principes directeurs qui constituent des modes de pilotage et de portage efficaces de cette conduite de changement. Et il y en a 4, au moins, qu'on a pu identifier. Le premier, c'est de créer des conditions d'engagement, et d'engagement sur la durée. Facile à dire, plus compliqué à faire quand on voit le nombre de burn-out, de démissions de maires, de désengagement en termes d'action civique aujourd'hui dans la société. Le deuxième principe, c'est celui de la coopération. Pas la coopération comme l'alignement des points de vue, parce qu'on est tous d'accord. Non. La coopération comme une méthode pour mettre les conflits au travail. Comme un processus qui permet de dépasser les contradictions. Et donc comme un processus qui coûte en énergie. Le troisième principe, c'est celui de la démarche systémique. Facile à dire, transversalité, sortir des silos. En fait, l'approche systémique, ça ne s'attrape pas d'un seul et même tenant. Il faut accepter de tirer un fil à un endroit et, comme dans une posture de voyage, de se laisser dépasser par les enjeux et les contradictions. Je suis parti sur un fil rouge alimentaire et tout d'un coup, je heurte la question de l'énergie. Je heurte la question éducative ou sociale. C'était pas dans le plan, je m'en occupe pas, ou au contraire, j'accepte d'élargir le périmètre des acteurs avec lesquels je vais devoir travailler ces nouveaux sujets. Et le quatrième principe, c'est celui de l'évaluation. De l'évaluation comme une capacité à identifier ce qui compte, pas forcément le mesurer, parce que tout ce qui compte ne se raconte pas toujours, enfin ne se compte pas toujours, mais se raconte. Et ces principes directeurs, ils s'appliquent à des écosystèmes d'acteurs. Il faut réussir à installer des écosystèmes coopératifs où des élus, des agents des collectivités territoriales, des agents de l'État territorial et les acteurs socio-économiques coopèrent, travaillent ensemble sur les enjeux qui les concernent. C'est très facile de le résumer en une slide.
c'est beaucoup plus compliqué à installer dans le réel. Et parce que j'ai peu de temps, du coup, je vais au plus vite. Pour mettre ça en place, en tout cas pour le faciliter, et pour faire en sorte que les territoires n'attendent pas 30 ou 40 ans, comme les pionniers, pour mettre en place des démarches qui font qu'elles réussissent à transformer le quotidien, on a mis en place la Fabrique des transitions. La Fabrique des transitions, c'est une alliance, donc qui n'a pas d'existence légale, portée par une association qui joue le rôle de réseau pour sortir des silos, faire que des réseaux de l'énergie rencontrent des réseaux de l'alimentaire, des réseaux du social rencontrent des réseaux de la culture, des réseaux économiques rencontrent des réseaux démocratiques, et que ça puisse du coup échanger, cogiter, identifier les synergies. Mais surtout, la Fabrique des transitions, c'est une ingénierie de la conduite de changement dans une logique d'alliance. Ce que fait la Fabrique, c'est d'accompagner la transition dans les territoires. Mais on éclate les cases. Il n'y a pas d'un côté les commanditaires et de l'autre les clients ou les accompagnants. On a des territoires qui accompagnent des territoires dans une logique de pair à pair. On a des bureaux d'études qui organisent des coalitions en embarquant des acteurs publics pour accompagner ces transitions. Et donc, je n'ai pas le temps de développer, mais voilà, c'est un pari un peu fou de se dire, ce qui manque aujourd'hui pour changer d'échelle, c'est un cockpit de pilotage partagé. Si la transition est un voyage, il faut qu'on se dote aussi des outils de navigation. Et c'est ce qu'on a essayé de créer avec cette démarche un peu folle. Merci de votre attention.